Olé! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre avec notre invité d'honneur. Quand nous avons sollicité Emmanuelle Béard pour être l'invité d'honneur de cette 40e édition, c'est avec une grande spontanéité qu'elle a accepté et ça a fait très chaud au cœur. Quand les événements liés à toute l'épidémie ont un peu contraint le festival, c'est avec une grande générosité et spontanéité qu'elle nous a confirmé sa venue. Emmanuelle Béard était venue une première fois au festival en 1986 pour présenter Manon des Sources. Depuis, elle est devenue probablement une des plus grandes comédiennes françaises, que ce soit au théâtre, au cinéma. Vous la verrez tout à l'heure dans son tout dernier film réalisé par Ludovic Bergerie, un premier film, L'Étreinte. Elle y est formidable. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir l'invité d'honneur de cette 40e édition, Emmanuelle Béard. Et pour l'accompagner... Ah, merci. Pour l'accompagner, un ami commun, un ami du festival, un ami d'Emmanuelle, le réalisateur Thierry Cliffat. Emmanuelle et Thierry sont sur des sièges à une distance réglementaire pour pouvoir enlever les masques et vous converser avec vous sans masque. Voilà, je vous laisse. Christophe, est-ce qu'on peut au moins vous remercier de nous accueillir, d'accueillir les films, d'accueillir l'Étreinte, cette masterclass, vous dire que ce festival prend tout son sens, plus que jamais. Vous disiez que j'étais, c'est comme tout d'un coup j'entendais la musique, je voyais et je me disais que c'est tout le parcours de ma vie. C'est-à-dire que plus que jamais, aujourd'hui, j'ai cette envie de voyage, j'ai cette envie de culture, j'ai cette envie d'autres cultures, d'autres religions, d'autres coutumes. Et ça va complètement dans le sens de ce que du festival. Voilà. Donc je voulais vous remercier. Et puis formidable de voir des gens dans une salle. Formidable d'imaginer qu'il faut se battre, que la vie doit continuer, qu'on doit aller de l'avant. Donc voilà, merci Christophe. Non, merci à vous. Bonjour Thierry. Bonjour, écoutez, en tout cas on est très heureux que vous soyez là, aussi nombreux, et effectivement que ce festival, c'est presque un acte de résistance de pouvoir être là aujourd'hui avec vous tous, avec toi. Donc, on va pas faire comme si on se connaissait pas, puisque non seulement on a tourné un film ensemble, Le héros de la famille, mais on se connaît, ça fait bientôt 30 ans maintenant. Donc voilà, c'est pas qu'une histoire de cinéma entre nous, et je suis à la fois très ému et très, d'animer cette masterclass, parce que ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas fait ça comme ça. Moi, je l'ai jamais fait. De masterclass? Non. Enfin, moi, je l'ai fait quand j'étais journaliste à Studio, donc ça remonte à un moment. Et donc je sors mes petites fiches quand même, parce que j'ai pas tout dans la tête, mais je voulais d'abord savoir ce que ça te faisait quand on te faisait ce genre de proposition, c'est-à-dire un retour comme ça sur des films de ta carrière, sur... Est-ce que regarder comme ça un peu dans le rétroviseur, est-ce que c'est quelque chose qui... Non, d'habitude je viens pas. C'est-à-dire que je n'aime pas, je n'ai pas du tout cette âme... si j'ai l'âme nostalgique et j'ai l'âme slave dans la vie, mais je ne veux pas l'avoir sur mon métier, je ne veux pas regarder ce que j'ai fait, je veux aller de l'avant, je veux penser à ce qui va se passer aujourd'hui, demain. Et donc j'ai plutôt tendance à fuir, et puis je suis quelqu'un d'assez en retrait, d'assez timide, et c'est vrai que j'ai pour habitude plutôt de me planquer que de m'exposer. Mais encore une fois, ce festival pour moi il a tout son sens, et plus que jamais aujourd'hui je me dis qu'on doit accompagner le cinéma, qu'on doit se battre tous, et donc c'est une forme d'acte de solidarité dans un festival qui a tout son sens.
Comment tu as choisi les films qui ont été enfin, ta carte blanche, c'est-à-dire qu'il y a les 2 films de Sautet, il y a La Belle Noiseuse, il y a Une femme française, il y a aussi un film de Manuel Pradal, Vignane. Comment s'est organisé ton choix et pourquoi ces films-là Alors déjà, quelques films autour de la Méditerranée, ce qui était important. Manuel Pradal, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que j'ai une angine, j'ai pas le Covid. Et là, tout à coup, je J'ai me une recule un angine petit avec peu. des couteaux dans la gorge, donc j'ai un peu de... Manuel Pradal, très important. Manuel Pradal a disparu il y a quelque temps, et c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré tourner. Il était d'ici. Voilà, donc ça, c'était très important pour moi qu'un crime soit montré. Les autres films, avec Christophe, beaucoup. Comment dire, j'ai essayé de faire un tour d'horizon de ce que j'avais tourné et qui restait profondément gravé dans mon cœur. Et donc voilà, c'est comme ça. Pour commencer un peu par le début, quand on ne te connaît pas, ce qui n'est pas mon cas, mais on imagine que tu as eu une enfance bourgeoise, parisienne, alors que tu étais une enfant assez rebelle qui a grandi avec ta mère dans le sud, notamment à Cogolin, dans une ambiance pas du tout conventionnelle. Non. Effectivement, j'ai un père qui était connu, qui est Guy Béard, mais je ne vivais pas avec lui. Et donc j'étais élevée dans le sud avec ma maman et mes 5 frères et sœurs. Et on vivait complètement en dehors du cinéma, du théâtre. J'ai pas vu de film avant l'âge de 16 ans, ou 15 ans, ou 16 ans. Le premier film, c'était un film de Claude Lelouch. Je ne me rappelle même plus, mais bon. Voilà. Donc en fait, c'est quand je suis partie à Montréal que j'ai commencé à aller voir des films, et pour beaucoup des films américains. Mais j'ai été, voilà, le seul endroit où on allait, c'était à la foire et au cirque. Et donc j'ai aucune culture cinématographique. Je me suis un peu rattrapée depuis. Mais je n'ai pas du tout été élevée. Voilà, j'ai été élevée dans la nature et je reprends vie dans la nature d'ailleurs. C'est pour ça aussi que venir ici à Montpellier, c'est important. Je suis une fille du Sud, je suis une cagole de Cogolin et je le resterai à vie. Il n'y a rien à faire, c'est imprimé en moi. Et je dis toujours que j'ai vraiment commencé ce métier totalement par hasard. Et je l'ai continué par amour, mais ça a pris du temps avant que je tombe amoureuse de ce métier. Et puis après, je l'ai détesté aussi. Enfin voilà, c'est une relation très particulière que j'ai avec lui. Pour parler de ton père, donc Guy Béard, qu'est-ce que tu dirais qu'il t'a transmis? Si ça peut se résumer comme ça. Tellement de choses. L'exigence, la notion du travail. Je suis une grande bosseuse, mais je suis une grande feignante. Non, attends, je suis une paresseuse contrariée. C'est-à-dire que je peux ne rien faire, je peux être très contemplative, mais à partir du moment où on me donne une mission, ce que me faisait mon père, il me donnait des missions. Alors là, on peut compter sur moi, c'est-à-dire que je ne lâcherai pas, comme je ne lâcherai pas un film, comme je ne lâcherai pas une pièce de théâtre, mais comme je ne lâcherai pas un bouquet à faire, comme je ne lâcherai pas cirer les meubles, comme je ne lâcherai pas, c'est-à-dire que je suis une acharnée à partir du moment où j'ai une mission. Donc ça, c'est Guy qui me l'a appris, mon père. L'honnêteté, peut-être aussi, l'honnêteté intellectuelle. Noter tout. Alors ça, mon père, c'était un dingue. Il notait tout. Il fallait toujours, quand j'allais le voir, je disais, papa, il me disait, t'as ton carnet? Donc je notais tout. Et depuis, je note tout. C'est-à-dire que je lis des articles, je note, je souligne, je mets des croix, je ne peux pas m'empêcher de tout noter. Sauf les scénarios, d'ailleurs. Pardon. Mais, voilà, donc la poésie, l'amour de la poésie, l'amour de la langue française, ça je lui dois. D'ailleurs, il me disait toujours, j'aimerais tellement que tu fasses du théâtre, Emmanuel, parce que la langue du théâtral, les auteurs,
que j'ai abordé durant ces 10 dernières années, puisque je suis partie au théâtre il y a 10 ans et que je n'ai pas quitté les planches depuis, sauf pour le film de Ludovic Bergerie. Voilà, c'était quoi ta question ? Ce qui t'avait transmis, mais tu m'avais dit aussi quelque chose que j'ai retrouvé, que j'avais trouvé très beau. Tu m'avais dit, mon père m'a appris à ne pas avoir peur de la solitude. Il a été pour moi la solitude. Il a été pour moi une colonne vertébrale. À chaque fois que je parle avec lui, j'ai envie de vivre. Ouais, c'est fort. J'avais peut-être bu un verre de vin, non, quand j'ai dit ça, parce que... Il était 10h du matin, je sais pas. Ah ouais, non, oui, la solitude, ça c'est certain. C'est-à-dire que mon père, quand j'allais chez lui, puisque je ne vivais pas avec lui, me disait toujours, mais dès le plus jeune âge, il me parlait comme une adulte déjà, toujours. Et puis, il me disait toujours, je disais, papa, je sais pas quoi faire. Et il me disait, apprends à t'ennuyer. Donc, ce qui est complètement insolite pour un père. Un père dit ça à sa fille, c'est complètement fou. Et donc, je partais dans ma chambre, qui était au dernier étage, et je m'ennuyais, mais férocement. Et au bout d'un moment, de cette solitude extrême qu'un enfant peut ressentir quand son père l'envoie dans sa chambre à ne rien faire, il avait placé quelques bouquins, dont Goethe, beaucoup de littérature allemande d'ailleurs, Hermann Hesse, et petit à petit j'ouvrais les livres. Il y avait Rilke aussi, il y avait Lettre à un jeune poète, et j'ai découvert la lecture grâce à lui. Il y avait le journal d'Anne Frank aussi, c'est le premier livre que j'ai vraiment ouvert, parce que chez ma mère on lisait pas, chez ma mère on se promenait, chez ma mère on respirait, chez ma mère on était dans la nature, on se baignait, on était pieds nus, mais il n'y avait pas de livres, alors que chez mon père, il y avait des livres. Et donc, de cette solitude, j'ai vraiment appris à écrire des cahiers, par exemple. J'ai commencé à écrire mes cahiers d'adolescente. Donc, quelque chose est vraiment né de ça. Et aujourd'hui, j'adore la solitude, peut-être trop d'ailleurs. J'adore être seule. Je suis à la limite de l'agoraphobie, quand même, il faut bien le dire. C'est-à-dire que j'aime pas sortir. J'aime mon endroit, mon intérieur, ça a développé quelque chose chez moi d'assez particulier, d'assez étrange, qui fait que je ne suis pas très sociable, en fait. J'aime beaucoup les gens, mais ça m'impressionne d'être avec des gens. C'est impressionnant, de toute façon. Puisqu'on parlait de ta mère, donc Geneviève Galéa, qui a été une très belle actrice, puisqu'elle jouait dans Les Carabiniers de Godard, qui a été aussi mannequin avant de tout plaquer. Assez rapidement. Est-ce qu'elle t'a mis en garde contre ce métier qu'elle avait justement plaqué, ou comment elle l'a vu, elle t'a vu naître justement? Moi, j'étais embarquée dans plusieurs flux contraires. C'est-à-dire que j'avais un père qui m'a dit à l'âge de 12 ans, tu seras comédienne, ce qui n'était pas du tout dans mon plan de carrière, parce que moi, je voulais être majorette en Australie à l'époque. Donc, c'était pas en Australie. En Australie. S'il y avait des kangourous, des koalas, bref, je ne sais pas. Mais c'était j'étais très déterminée à être majorette en Australie. Et donc, à 12 ans, mon père m'a dit, tu seras comédienne, je le sais. Et Guy, il avait des sortes de visions comme ça, des visions sur le monde, évidemment, il l'a écrit, mais des visions aussi sur les gens, sur les êtres. Et ma grand-mère, qui a eu une importance très très grande dans ma vie, qui a été vraiment la femme de ma vie, avant que ma fille arrive, donc maintenant j'en ai 2, mais me disait, elle était grecque, vous comprenez maintenant ma venue aussi ici, elle était grecque, elle me disait, ah ma chérie, tu vas être comédienne, je le sais, donc pareil, énigme pour moi. Et puis, mais bon, ils ont distillé quelque chose tous les deux quand même, à force de me dire ça. Et puis ma mère qui me disait, quand j'ai commencé, donc j'ai passé mon bac à Montréal, je suis partie très tôt de chez moi, je suis partie comme jeune fille au père au Canada. J'ai arrêté mes études, puis je les ai reprises, et j'ai commencé des cours de théâtre chez Jean-Laurent Cochet que j'ai détesté. Le pauvre, il est mort, mais voilà. Mais c'est lui que tu as détesté ou c'est les cours? Ah non, lui ses cours, tout. J'ai l'impression d'aller à l'école à nouveau, de repartir à l'école. Je détestais l'école, donc j'ai passé péniblement mon bac, sauf en maths où j'ai eu 20, je précise, et en gym. Mais le reste, je détestais ces cours, je détestais. Puis une fois, il m'a dit, c'est pas parce que tu es la fille de Guy Béard que tu vas réussir à faire quelque chose. Et là, je lui ai dit, écoute, connard,
on va arrêter là. Et je suis partie, au bout de 3 mois. Mais pendant ce temps-là, pendant ces 3 mois, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait repérée. Robert Altman. Non, Robert Altman, c'était quand j'avais 15 ans À Montréal, au Canada. Et donc, j'étais embarquée dans ces flux contraires de gens, et ma mère m'a dit, tu peux pas être comédienne, c'est un métier c'est un métier d'esclave, c'est un métier où tu dépends des autres, c'est un métier où tu attends le désir des autres, c'est un métier... Et elle n'avait pas tort, dans le fond. Alors pour moi, les choses sont parties très vite, et j'ai pas ramé au départ du tout. Mais elle n'avait pas tort, c'est un drôle de métier quand même. Et donc, pour elle, c'était l'enfer. L'idée que sa fille soit comédienne, c'était absolument catastrophique. En même temps, elle pouvait m'empêcher de rien. Oui, je suis partie à 15 ans, tu vois, j'étais... voilà. Mais donc, elle était contre. Donc voilà, j'avais dans ma famille, comme ça, des... et puis mes frères, je suis l'aînée de... Je raconte ma vie, là. Ben oui, mais... C'est ça, la masterclass? Non, peut-être pas. Oui, si, vas-y. Peut-être que j'ennuie les gens. Non, pas du tout. Donc mes frères me disaient que tu vas pas avoir la grosse tête, tu nous emmerdes avec ton métier. Enfin, donc j'étais rabaissée tout le temps dans la famille. Personne ne m'a jamais considérée comme une actrice connue dans cette famille, à part mon père et ma grand-mère. Mais ma grand-mère me disait que Juliette Binoche était meilleure que moi. Oui, je me souviens. Je C'est peux témoigner. Génial. Ah, mais elle a ce petit truc que tu n'as pas encore. Okay. Voilà. C'est pour vous dire que c'est pas facile dans la famille. Oui, ça, c'était pas dans la complaisance. Ça, c'est non, sûr. c'est sûr. On l'a évoqué très brièvement là, mais c'est vrai qu'à 15 ans, à Montréal, dans une boîte de nuit, tu as rencontré Robert Altman. Enfin, c'est plutôt Robert Altman qui a posé son regard sur toi. Alors, Robert Altman n'était pas en boîte. Hein. Ah, j'ai cru que c'était... Il avait 70 ans déjà. Hein. Bah, alors... Donc, non, mais il n'était pas en boîte de nuit en train de danser Saturday Night Fever. Non, c'était son assistant. Robert Altman faisait un casting et son assistant, faisant une sorte de casting sauvage, était dans cette boîte de nuit et il est venu me voir en me disant, j'avais 15 ans, et il est venu me voir en me disant, mais est-ce que ça t'intéresserait de faire un casting? Je dis un casting de quoi? Donc cinéma. Je dis très bien, c'est payé. Il m'a dit non, pas pour faire le casting. Pas pour faire le casting. Je dis ok, je viendrai quand même. Et 2 jours après, j'ai rencontré Robert Altman. Je ne savais pas du tout qui c'était. J'avais pas encore vu mon premier film. Et donc je savais pas du tout qui c'était. C'est la famille qui m'a dit Robert Altman, mais bien sûr il faut y aller. Donc j'y ai été. Et j'ai été prise pour un film qui s'appelait Eastern Eggs, avec David Bowie et Geraldine Chaplin, qui ne s'est jamais fait. Mais ça a été mon premier contrat et j'ai été payée pour ça. Pour un contrat, pour un film qui ne s'est jamais fait. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. J'ai travaillé dans un salon de coiffure et tout d'un coup, j'étais payée pour un film qui ne s'est pas fait. Et c'est lui qui t'a poussé à continuer Non, Altman, il m'a dit, tu vas faire ce métier. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à penser que je vais faire ce métier? Mais en fait, je pense que j'avais... à l'époque, je pense que j'avais vraiment un visage d'ange et en même temps une colère qui se voyait. Et je pense que les gens se disaient il y a quelque chose peut-être d'intéressant entre ce visage et quelque chose qui bout comme ça. Et qui, je crois, je ne sais pas ce qu'il leur a pris à tous. Et tu l'as revu? Est-ce qu'il a suivi ton Altman, parcours? je l'ai revu à Cannes et il m'a dit I told you. Je t'avais dit. C'est drôle ça. Et je l'ai revu à Cannes quand, je sais pas, quand ils ont passé un des films, je sais plus lequel, parce que j'ai eu 7 films à Cannes. Donc oui, tu en as eu beaucoup, oui, je sais. Ouais, oui. donc je sais plus lequel, mais je l'ai revu, j'ai été le voir, et il a souri, il m'a dit I told you. Un de tes premiers films dont on se souvient peu, mais quand même, c'était avec David Hamilton. Ça s'appelait... Tu veux vraiment qu'on en parle? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le regard, forcément, a totalement changé par rapport à lui, et qui, à l'époque, était quand même un photographe très à la mode, et puis un metteur en scène qui a fait plusieurs films, des films qui ont marché. Est-ce que, à l'époque, c'était considéré autrement? Comment tu sais-tu, toi, par rapport à ça? Comment... Ben,
Moi, j'ai jamais eu, déjà jamais eu de problème avec lui parce que Oui. j'étais beaucoup trop rebelle pour en avoir. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'il y ait une ambiguïté entre lui et moi. Et donc j'étais un peu le garçon manqué de la bande. Je pense qu'il s'intéressait plus à d'autres filles qu'à moi dans ce film. Mais par contre, j'ai posé pour lui, j'ai fait des photos et tout quand j'étais. Moi, je suis née à Gassin. J'ai vécu entre Sainte-Maxime, Beauvallon, Saint-Tropez. Cogolin. Donc j'ai fait des photos avec lui. Ah, d'accord. Ouais, j'ai fait des photos avec lui, donc il nous déguisait. Moi, je trouvais ça drôle. À partir du moment où il n'y avait pas, je me suis jamais retrouvée. Mais moi, je me suis jamais retrouvée dans une situation. Je me suis retrouvée avec des personnes, des hommes qui se comportaient de façon pas très élégante, on va dire. Mais il n'y avait pas la place chez moi. Donc j'ai pas été confrontée à des choses auxquelles certaines actrices ont été confrontées. J'ai eu des propositions, j'ai eu des situations qui m'ont embarrassée réellement, mais je suis partie, j'ai donné une gifle à un metteur en scène, j'ai donné un coup de pied à un autre. Enfin, j'étais pas docile du tout. Donc du coup, j'étais pas une proie à cet âge-là. J'étais pas une proie du tout pour eux. Il n'y avait pas de naïveté, il y avait pas de. Je connaissais la vie, j'étais partie à 15 ans de chez moi. Je sentais très bien quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Mais effectivement, c'était une période où il fallait quand même se battre en tant que fille. Toujours aujourd'hui, c'était une période où les actrices devaient avoir un sacré tempérament pour éviter quelques loups, quelques prédateurs. Quelques requins. Mais tu le sais. Ouais. Oui, bien sûr. Ton premier vrai Donc, succès. David Hamilton, moi j'étais contente, pardon, je termine juste sur ça. D'abord, c'est pas lui qui dirigeait le film, c'était Serge, je ne me rappelle plus. Et j'étais très contente de travailler, basta. J'avais pas de plan de carrière, moi. Donc faire un David Hamilton, ça me paraissait pas du tout être un mauvais départ. Oui, puis surtout, il sortait de Non, films mais qui avaient aujourd'hui, marché. quand on m'en reparle, je me dis, ouais, quand même, c'est pas forcément après. Il n'est pas passé à la quinzaine des réalisateurs, c'est ça que je veux dire. Non. Le premier film vraiment important dans ta carrière, c'est un film d'Édouard Molinaro qui s'appelle L'amour en douce. Et c'est un film qui, suite au premier dîner que tu as fait chez Édouard Molinaro avec Daniel Auteuil, que tu ne voulais plus faire le lendemain, parce que le dîner, je crois, s'était pas très bien passé. Non, je détestais Daniel Auteuil. Ouais. En fait, j'étais très heureuse d'avoir du travail, donc j'ai évidemment accepté ce film d'Édouard Molinaro, dont je garde un souvenir extrêmement ému. Il est parti lui aussi. Je commence à être à l'âge où je compte les metteurs en scène qui partent. C'est extrêmement dur, ça. Donc Doudou, on l'appelait Doudou, Édouard Molinaro. Et le premier soir, mais vous êtes sûr que c'est intéressant tout ça ? Oui. Ok, je continue alors. Le premier soir, je vois un type arriver avec des Santiago et une ceinture en croco et un blouson Esso, Daniel Auteuil. Et hyper agressif, parce que lui, il voulait Sophie Duez. Il avait dû tomber amoureux de Sophie Duez, enfin je sais pas. Donc il voulait pas du tout que ce soit moi. Et donc je parle un peu avec Jean-Pierre Mariel, Édouard Molinaro, et je suis agressée par Daniel Auteuil. Donc je rentre chez moi, j'appelle mon agent, je lui dis, moi je ne fais pas ce film avec ce type-là. Je déteste ce genre d'homme, je ne ferai pas ce film. Et à l'époque, donc Isabelle de la Batelière, mon agent me dit, mais il est hors de question que tu refuses. J'avais déjà refusé plein de films, mais c'est un âge de dingue, c'est un âge complètement fou. C'est-à-dire que j'avais refusé des films que je trouvais pas bien. Donc c'est un âge où j'imaginais que tout allait me tomber sur la... Enfin voilà, j'avais refusé beaucoup de films, elle m'avait dit, non là cette fois-ci, réellement tu ne refuses pas. Donc tu acceptes ce film et tu le feras avec Daniel Auteuil, puisqu'il est hors de question qu'on change Daniel Auteuil. Et je crois que vous connaissez la suite. C'est une époque où on débutait en même temps que toi. Enfin, vous étiez 5 actrices à vous partager les rôles, les castings. On était beaucoup plus que ça. Oui, mais il y en a 5 qui ont vraiment... bien sûr, vous étiez beaucoup plus que ça. On était tellement... Mais comme aujourd'hui. Mais moins qu'aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, il y a quand même plus. Mais en tout cas, vous avez été 5 assez emblématiques de ces années-là, qui étaient Juliette Binoche, Sandrine Bonner, Béatrice Dalle et Sophie Marceau. Comment tu les voyais ? Comment tu les as vues à travers le temps ? Est-ce que ça a créé une sororité entre vous ? Une solidarité, une sororité, oui, évidemment. En fait, on ne faisait pas les castings ensemble. Je pense qu'on n'était pas du tout dans le même emploi.
Et puis très vite, moi, j'ai pas fait de casting en fait. J'en ai fait très très peu. Donc petit à petit, une sorte de. Puis j'ai tourné avec. Non, oui, j'ai tourné avec Béatrice Dalle, j'ai tourné avec Sandrine Bonner. Donc il y a une vraie. Comment dire. D'abord, je trouve qu'elles font des carrières remarquables. Et dans ce métier, c'est pas de démarrer qui est très difficile, même si c'est quand même difficile, mais c'est de durer. C'est de continuer ce métier, c'est de ne pas faire trop de compromis, c'est d'essayer d'en vivre et de construire petit à petit, comme ça, brique après brique, donc film après film, pièce de théâtre après pièce de théâtre, quelque chose qui ressemble à ce dont tu as besoin, à ce que tu as voulu de faire de ta vie de comédienne. Et donc ça, c'est vraiment le défi. Et je trouve que toutes, elles ont fait des choix extrêmement judicieux. Alors quelquefois, on disparaît un peu des radars, et puis on revient. Et puis c'est aussi un métier comme ça, c'est-à-dire il faut le savoir. C'est un métier où effectivement, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre parce que je commençais à sentir que les propositions ne correspondaient plus du tout à ce que j'avais l'impression d'être, de devenir. C'est-à-dire que je passais la cinquantaine et j'avais l'impression qu'on me retenait dans une sorte de fantasme de ce que j'avais été, qui ne m'intéressait pas du tout, qui ne me faisait pas grandir, qui ne me faisait pas évoluer. Donc petit à petit, je me rendais compte que les scénarios n'avaient plus rien à voir avec l'être, avec la femme que je suis, avec la mère, avec la femme. Et donc, j'ai ressenti le besoin d'abandonner quelque part ce métier qui, quelque part, m'abandonnait aussi, en ne m'offrant plus des rôles qui étaient... c'est complexe, parce qu'il y avait une image aussi. Il y avait, quand le scénario de Ludovic Bergerie est arrivé, L'étreinte, que j'espère vous irez voir, parce que c'est un très, très beau premier film, et je ne dis pas ça de tous mes films. Je confirme, c'est vraiment un très, très, très beau film. Mais incroyablement réussi, vraiment, quelque chose de... au bout de 2 jours, je savais que j'étais avec un grand metteur en scène. Je le sentais. On sent ces choses-là au bout de 30 ans de carrière, on sent 35, 30 ans. Mais voilà, c'est la première fois que quelqu'un en 9 ans me repropose quelque chose qui est tout d'un coup m'a fait complètement rêver, m'a embarqué, m'a donné envie de tout donner. Mais c'était pas arrivé depuis longtemps. Mais ce que tu m'as dit, je voulais qu'on en parle après, bien sûr, de L'étreinte, qui est vraiment un film vraiment très réussi, Pardon, qui est la naissance sauté, non, mais c'est pas grave, c'est une discussion de toute façon. Ce que tu m'as dit, c'est qu'il t'avait filmé comme tu étais aujourd'hui. C'était oui. La personne, et non pas effectivement... le fantasme. Le fantasme et tout ça, mais et c'est vrai qu'on Après, sent... il y a une image qui s'est construite, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est assez complexe, parce que dans le fond, on est assez responsable aussi de ce qu'on construit. Donc il y a quelque chose, même si j'ai été dans des univers extrêmement différents les uns des autres, il se trouve quand même qu'il y a des images qui restent. Et l'image, elle est presque, voilà, elle m'a collé à la peau, et elle m'a peut-être empêché de passer le cap de la cinquantaine. Et Ludovic Bergerie est arrivé, et il n'y avait aucune envie de déguisement ou de fantasme de ce que j'avais été. Ce qui l'intéressait, c'était la femme que j'étais aujourd'hui. Et je l'ai senti tout de suite quand il me parlait. Après, on en parlera plus tard si tu veux, mais on a travaillé de façon très particulière sur ce film. Mais voilà, ça me faisait du bien, ça m'a redonné envie de faire du cinéma, alors que j'en avais vraiment plus du tout envie. Ouais. Non, on va revenir saut dans le temps à Manon des Sources, donc qui a été vraiment la Pierre Rouge. C'est quand même un film qui est dans la mémoire collective, qui est un classique, qui est un chef-d'œuvre, qui a fait 7 millions d'entrées, pour lequel tu as eu le César, alors que Claude Berry au départ ne voulait pas de toi. Non, il avait engagé quelqu'un d'autre. Et là, c'est là où la vie est... la chance, le bon endroit au bon moment. Enfin, j'ai été nommée pour L'amour en dos d'Édouard Molinaro au César, et je me suis retrouvée en face de lui à déjeuner. Et en fait, je ne connaissais pas Claude Berry. Je savais que j'avais que j'avais pas été convoquée pour le casting de Manon des Sources, ce que je regrettais, mais en même temps, c'était très étrange parce que j'étais brune, je jouais à la sophistiquée, c'était très étrange, mais je voulais me démarquer justement de toute cette enfance du Sud, de ce côté plus sauvage. Donc je m'étais presque inventé un personnage extrêmement sophistiqué, ce que je ne suis pas du tout. Mais à ce moment-là, peut-être que j'avais, en tant que très jeune femme, j'avais 18 ans, j'avais besoin de construire quelque chose qui ne me correspondait pas forcément tout à fait.
Il y avait une sorte de disparité comme ça. Et j'ai déjeuné en face de Claude Berry, parce qu'il y a un déjeuner des Césars, toujours pour les films qui sont nommés. Je crois que lui, c'était pour Ciao Pantin. Ça devait être pour Ciao Pantin, oui, bien sûr. Et j'ai vu ce monsieur qui me regardait, qui me fixait littéralement pendant tout le déjeuner. Et moi, j'avais qu'un souci, c'était me tenir bien, c'était être le plus glamour possible, c'était donc à l'encontre totalement. Et de manger bien, enfin de prendre les bons couverts à gauche, à droite, enfin tout ça, c'était un déjeuner très compliqué pour moi. Et le lendemain, je partais à Avoriaz, et j'ai reçu un coup de fil du directeur, de la directrice de casting, qui me dit Claude Berry veut vous voir. Et je dis comment ça, Claude Berry veut me voir? Parce qu'en fait, une autre actrice était engagée, c'était Isabelle Pasco. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est fou. Hein. Oui. Et je savais que Daniel était engagé pour Hugolin, mais on n'était plus... voilà. Et donc je suis rentrée d'Avoriaz, et là, il m'a fait faire des essais, et il m'a dit, tu es d'où? Donc j'ai dit du Midi, donc déjà tilt. Puis il m'a posé des questions, tu sais monter aux arbres? J'ai dit, ben ça c'est certain, oui, j'ai fait ça toute mon enfance. Et il se trouve qu'à l'époque, ma mère vivait avec un chevrier. Donc il m'a dit, tu connais les chèvres? Ça aussi. Voilà, je savais traire des chèvres, j'avais monté aux arbres, j'avais donc tout d'un coup, ce type avait une fulgurance comme ça, il s'était dit, c'est elle. Et j'avais signé un contrat avec des Américains, il a rompu le contrat, il a payé le contrat, j'ai fait les essais, j'ai fait tout, enfin le jour même où je l'ai vu, il m'a mis un costume qui ne m'appartenait pas, qui avait été fait pour quelqu'un d'autre, et voilà, et c'était fini. Et donc il a appelé Daniel Auteuil pour lui dire, tu sais, on a changé de Manon. Et donc Daniel a dit, ah bon, c'est qui? Et quand on lui a dit que c'était moi, je pense que voilà, on a appris pour 11 ans. Et un merveilleux film. Et tu dis que le jour où tu as su que tu étais prise pour Manon, ce film, pour Manon, ouais. que tu avais tout de suite compris que ta vie pouvait basculer vers tout ce dont tu avais rêvé. Est-ce que c'était aussi clair que ça ou... Oh non, j'ai dit ça moi? Ouais, oui, mais donc... Non, j'ai aucun souvenir de ça, parce que je trouve même que j'étais tout ce qui était chèvre, j'ai fait un stage de 2 mois avec un chevrier dans la montagne, j'étais super consciencieuse, tout ce qui était travail. Après, sur le film, est-ce que j'ai réalisé? Je crois pas. Il y avait Montand, il y avait Depardieu, il y avait Auteuil, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était important, mais j'ai jamais imaginé que ça ferait basculer ma vie littéralement et que ça m'inscrirait dans cette époque-là. Non, je l'ai pas imaginé. Je l'ai pas imaginé. Et d'ailleurs, quand je revois le film, je trouve que je joue pas très bien. Ah si. Ah bon? Ah oui. Si, mais tu Non, réellement, je trouve que je manque de... quelque chose qui me manque, moi, quand je revois Manon des Sources. Écoute, moi je pense que le succès du film tient aussi beaucoup à toi. Et que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, Ouais, ça après c'est un regard... Justement, la rencontre avec Montand, je crois que c'est en plus sur le tournage qu'il a appris la mort de Simone Signoret. Ouais. Ça, c'était fou parce que le souvenir que j'ai, c'est qu'on est tous au maquillage. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui rentre de façon un peu trop précipitée. Donc on regarde tous dans la direction de la porte. Et Montand met son chapeau, il prend sa canne, il se lève et il sort. Et donc il avait compris. Et voilà. Et donc Simone Signoret est morte pendant le tournage, oui. Et Montand est revenu et il a dit, voilà, on va continuer. Mais c'était un tournage absolument incroyable parce que ne serait-ce que Montand, c'était hallucinant, c'était des images, c'était des anecdotes sur sa vie, sur Marilyn, sur Simone Signoret, sur ses tournages, sur Hollywood, sur beaucoup de politique aussi, beaucoup de conversations politiques. Alors à l'époque, moi, j'étais pas non plus aussi engagée, mais quand même, ça a distillé des choses en moi. C'était c'est un grand souvenir de Montand. Et puis Montand, mais chaque matin, je me disais, mais quelle merveille cet homme. Il arrivait tout en blanc tous les jours au maquillage, avec son chapeau, sa canne,
c'est un souvenir extrêmement fort. Puis il y avait Depardieu. Enfin voilà, ça fait partie des grands souvenirs. Mais c'était presque toute une vie parce qu'on est resté 9 mois dans les montagnes d'Aubagne, puisqu'on tournait Jean de Florette et Manon des Sources en même temps. Donc on est resté très très longtemps tous ensemble. Donc on a vraiment fait une famille. J'avais une passion pour Claude Berry aussi, voilà, qui est parti aussi. Et à qui tu as demandé avant de tourner nu dans un ruisseau, tu devais tourner nu à un moment donné dans un ruisseau, et à qui tu as demandé de se déshabiller avant? Oui, parce qu'il me dit il faut que tu sois nu. Je dis mais non, je vais pas être nu. Je dis c'est pas facile d'être nu, je vais pas jouer de l'harmonica toute nue dans une flaque. Et mais vraiment, hein, puis j'étais coriace. Hein, et il me dit, mais c'est très important parce qu'il y a Hugolin qui te regarde du haut. Je dis, vous prenez une doublure. J'avais du culot. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, si tu le fais, toi, je le fais. Et donc, il s'est mis à jouer de l'harmonica tout nu dans la flaque. À l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les réseaux et tout. Dommage. Dommage, parce que franchement, Claude Berry jouant tout nu dans une flaque d'eau de l'harmonica, il ne savait pas jouer de l'harmonica, dans une flaque d'eau, ça valait le coup d'œil. Et alors je crois même que les scènes, mais je sais ça, les scènes d'Hugolin qui mate Manon des Sources, il regarde Claude Berry. C'est drôle ça. Ouais, parce que je ne voulais pas le refaire. Donc en fait c'est ça, dans les yeux d'Hugolin, si vous revoyez le film, c'est Claude Berry qui regarde. Comment casser le mythe d'un film? C'est une des scènes cultes du film. Je suis désolée. Et c'est que le film va faire le succès qu'on connaît, alors que la France entière, quand tu te balades dans la rue, crie Manon, je t'aime d'amour. Ah non, c'est une horreur. Après, c'est un enfer. Ah, Manon, je t'aime d'un amour, que c'est pas possible de le dire. Toute la journée dans la rue, je me dis, mais mon Dieu, quoi. C'est quoi ce personnage? Et Hugolin, en plus, on vivait ensemble, donc ils avaient Manon et Hugolin dans la rue. Alors, mais les gens nous couraient après en chantant, enfin, en faisant les dialogues d'Hugolin. Et c'est à ce moment-là que les yeux d'une très grande réalisatrice... Oui, alors déjà, moi, je me suis dit, j'ai compris, en fait, après Manon des Sources, j'ai compris que ma carrière était foutue. Parce qu'on ne me proposait plus que des trucs qui ressemblaient à Manon des Sources, mais en sitcom, quoi. Ouais. Des trucs absolument terribles. Donc je me suis dit, voilà, là c'est fini. Je suis Manon des Sources et je ne serai rien d'autre. Et j'ai vraiment galéré. Et donc du coup, Daniel Auteuil m'a dit, va au théâtre, pars au théâtre. Ne reste pas comme ça dans ce... dans cette image figée, oui. Oui, dans cette image figée de blonde sauvage dans les montagnes, part au théâtre. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première pièce de théâtre avec Pierre Arditi, Bernard Giraudot et Annie Dupéré, mise en scène par Bernard Murat, et qui était une pièce d'Anouilh. Et j'ai un trou. Antigone? Ouais, bref. Non, pas Antigone. Non, j'avais pas le premier rôle. L'amour puni. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Et ça m'a sauvée d'aller au théâtre. Parce qu'effectivement, ça m'a permis d'attendre. Et un jour... Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, contre l'avis de ses producteurs, contre l'avis de l'Avance sur recette, Yannick Bellon va te proposer Les Enfants du désordre, dont tu as longtemps dit que c'était sans doute le film auquel tu tenais le plus. Ouais. C'est-à-dire que Manon des Sources correspondait complètement à mon enfance, mais il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'image idéalisée quand même. C'est Manon des Sources avec les cheveux longs, blonde. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit je veux que vous jouiez une jeune femme qui sort de prison, qui est réinsérée au théâtre, grâce au théâtre, dans une troupe. Et donc, elle est en manque, elle est violente, elle me décrit quelqu'un d'extrêmement violent, d'extrêmement douloureux, d'extrêmement... absolument... Non pas le contraire de Manon, mais quand même, il y avait quelque chose, tout d'un coup, je me suis dit, mais... Et elle me dit, le problème, c'est que le CNC ne veut pas que vous le jouiez. Non, la productrice, c'était elle. Bref, personne ne voulait que je le joue. Et elle me dit, mais je me battrai, ce sera vous. Et je suis partie donc avec elle pour tourner Les Enfants du désordre. Et ça a été...
tout d'un coup, j'ai compris, quand je dis que j'ai commencé par hasard, Manon, c'était toujours un peu par hasard. J'étais pas amoureuse de ce métier. Et puis quand j'ai fait Les Enfants du désordre, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui peut sortir, quelque chose que j'ai en moi, qui peut s'exprimer, qui peut prendre, qui peut prendre forme, qui peut être transmis, qui peut me donner la possibilité de faire ce métier comme je l'entends. Et ça, c'est vraiment Yannick Bellon. Je ne sais pas, elle a vu des choses que personne n'avait jamais vues en moi. Parce que j'avais quand même un physique très angélique, très... Oui, de jeune première. De jeune première, vraiment. Oui, j'étais la jeune première idéale et pas du tout la fille brune, écorchée par la vie, qui a fait 50 tôles et qui se réinsère dans la vie. Donc vraiment, elle a vu quelque chose, mais elle l'a vu vraiment. Elle me disait, c'est toi et personne d'autre. Voilà. Et il y avait Agnès Varda à l'époque aussi, il y avait Sans toi ni loi. Elle m'avait proposé Sans toi ni loi. Ah, c'est pas vrai, ouais. ça je savais pas. Ouais. En me disant la même chose, en me disant, je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Et pourquoi tu l'as pas fait? Et parce que j'avais fait Les Enfants du désordre juste avant. D'accord. Et que je voulais pas rester dans le même registre. Oui, dans le même registre. D'accord, c'est drôle. Et donc après, tout ça t'amène évidemment à un de tes plus grands films, qui est La Belle Noiseuse de Jacques Rivette, qui aura le Grand Prix à Cannes, qui est une œuvre fleuve absolument incontournable. Quel souvenir tu gardes de Rivette Quel souvenir, combien de souvenirs, quelle façon de travailler si particulière. Jacques Rivette, c'était très intéressant parce que travailler son scénario, c'est-à-dire que l'écriture se faisait au fur et à mesure que Piccoli, Jane Birkin et moi avancions. On avait un texte tous les jours, et en fonction de ce qu'on faisait, Christine Laurent et Pascal Bonitzer écrivaient la suite. Donc à partir de la nouvelle de Balzac, évidemment, mais c'était vraiment en fonction de ce qu'on donnait. Donc ils assistaient au tournage, ils regardaient, ils se nourrissaient de ce qu'on faisait et ils écrivaient. Et puis il y a certains jours où tout d'un coup, Jacques nous disait, quelque chose ne se passe pas, quelque chose n'advient pas, donc on va arrêter là. Et on partait. Mais c'était une autre époque. C'était vraiment... Je ne sais même pas si aujourd'hui on pourrait se permettre ce genre de choses. Non. Non, financièrement. Mais pourtant, on ne faisait pas les films de Jacques avec beaucoup d'argent. On n'était pratiquement pas payés, nous. Mais on arrêtait, et puis on allait boire des verres, et puis on réfléchissait, et puis on parlait de la vie avec Michel Piccoli. Donc c'était une façon très, très, très particulière dont Jacques tournait. Et le film que j'ai fait ensuite avec lui, Marie et Julien, c'était la même chose. Donc déjà ça, c'était cinématographiquement très, très particulier. Et puis Jacques avait une chose que j'ai gardée, que je n'ai plus retrouvée après, c'est qu'il ne regardait pas les scènes, il les écoutait. Et en plus, comme j'étais nue, par pudeur, il me disait, tu sais, je ne vais pas regarder, mais je vais t'écouter respirer, je vais t'écouter parler, je vais écouter Michel, et je saurai si ça va. Et c'est comme ça qu'il a tourné La Belle Noiseuse. Après, c'était un film, paradoxalement, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, donc c'était très difficile pour moi de faire ce film. J'imagine. Très, très difficile. Et en même temps, j'ai compris tout de suite, je l'ai dit très vite, que c'était pas mon cul, mais mon âme qu'on cherchait. C'était évident. C'était évident chez Rivette, c'était évident chez Bernard Dufour, pour qui j'ai posé longtemps pour faire les peintures qui existent dans le film. C'était évident chez Michel Piccoli. C'était parce que tout le monde était très imbriqué, on était tous très... Donc très très vite, mon corps est devenu une sorte de matière première qui ne me gênait plus, dont je me foutais, je me moquais de l'esthétisme de ce corps. Ce corps était devenu vraiment une source d'inspiration pour tous les gens qui m'entouraient. Et du coup, je sentais cette sorte de flux en moi, inspirant. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait comme ça autour de la peinture, autour de la nudité, autour du corps qu'on brasse, autour de... Donc, c'était de la création, bien sûr. C'était vraiment tout à fait unique. Et puis Piccoli, et puis Jane Birkin, évidemment. Et puis après, c'est pareil, Rivette n'était pas dans le fantasme non plus. Rivette, ça fait partie des gens qui m'ont vraiment filmé.
pour ce que j'étais. C'est important pour moi, ça, avec le recul. Il m'avait dit quelque chose, Jacques Rivette, à ton propos, que j'ai retrouvé, que je trouve assez beau. Il m'avait dit « Emmanuelle est frappante par une sorte de présence forte, physique, et en même temps, on sent bien toute cette volonté qu'elle a en elle. Elle a une violence particulière. » Oui. Et ces mots-là, ces mots de violence, de force, de volonté... Ça revient. Ouais. Chez la plupart des metteurs en scène qui ont travaillé, enfin, qui t'ont vraiment rencontré. Oui, Nordet a dit la même chose voilà. il n'y a pas longtemps. Il a dit quelque chose de bestial, mais bon, je sais pas. Je ne saurais pas répondre à ça, moi. Mais toi, tu m'as filmé, donc tu dois le savoir mieux. Moi, je ne sais pas. Oui, j'ai une forme de violence en moi, certainement, oui, de rage, Oui. d'envie. Mais est-ce que c'est pas plutôt une rage de désir et d'envie plutôt qu'une violence Ou alors peut-être que aussi, je pense que j'ai eu ça très jeune et que dans le fond, les choses ont pris une autre forme. Elles se sont apaisées comme pour tout le monde. Je veux dire, tout le monde dans cette salle, quand on avance en âge, il y a quelque chose qui s'harmonise. Il y a une sorte de réconciliation avec soi-même, quelque chose qui fait qu'on accepte, qui fait qu'on guérit aussi, certainement de blessures. Peut-être que je suis arrivée avec beaucoup de blessures. Et puis, petit à petit, ces blessures se sont exprimées, elles ont pris forme à travers ce métier. Et puis ma vie aussi de femme, bien sûr. Et donc, elles sont devenues plus douces, plus supportables, peut-être. Ce métier rend peut-être les blessures plus supportables. Quand Michel Piccoli est mort il y a très peu de temps, Ouais. tu m'as dit que c'était comme si... on m'arrachait. Ouais. Comme Ouais. si c'était une partie de ton monde disparaissait. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'était arraché avec la mort de Michel. Comme toute une partie de ma vie, comme en dehors du fait que j'avais une immense considération pour Michel, pour son travail, pour la façon dont il l'exerçait, pour la rigueur, pour l'honnêteté intellectuelle de cet homme. Pour moi, c'était la fin. Jacques Rivette est parti, Claude Berry est parti, Chabrol est parti. Enfin, tout d'un coup, avec Michel, c'était l'impression que je mourais un peu. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que je me disais, mais dans le fond, est-ce que j'ai encore ma place aujourd'hui ici? Et qu'est-ce que je fais de cette place? Avec qui je continue, moi, tous ces êtres que j'ai aimés passionnément, qui font la femme que je suis aujourd'hui, qui m'ont construite, qui m'ont comme des pères spirituels. C'est un peu ce que Michel a été pendant ce tournage. Rivette aussi. Tout d'un coup, c'est la perte du père, c'est la perte de repères, c'est la perte de... Donc on m'arrache à chaque décès, on m'arrache une partie de ma vie. Donc c'est plus douloureux, effectivement. Et Michel, ça a été... un sentiment de douleur extrême. Pour parler de quelqu'un qui est là, et bel et bien là, c'est André Téchinet, avec qui tu as enchaîné, avec un film qui est absolument magnifique, qui s'appelle J'embrasse pas. Et un film, au départ, où après ton premier dîner avec lui, tu t'es dit, je ne sais pas bien si je vais le faire. D'abord parce que ce dîner ne t'a parlé que de Catherine Deneuve. Oui, en même temps, on va croire que je dis non à chaque fois, mais c'est vrai. Je dis non souvent. Tu dis non avant de dire oui. Je dis non avant de dire oui, parce que comme ça laisse la possibilité de réfléchir. Ouais. Si tu dis oui tout de suite, après tu es coincé. Et donc, André m'invite à dîner pour J'embrasse pas, et il a passé 1h30 à me parler de Catherine Deneuve. Donc, une demi-heure, c'est bien. J'adore Catherine Deneuve. 1 heure, je commence à me dire que ça fait long. Et 1h30, j'en peux plus. Et donc, et puis le courant passe pas du tout. André, c'est quelqu'un de très timide, très nerveux, donc il n'entrait pas en connexion avec moi et moi pas avec lui. J'étais de plus en plus fâchée. Il me parlait pas du rôle. Il me disait, je l'ai pas écrit, mais on verra. Parce qu'André a aussi cette particularité, c'est-à-dire que dans le fond, quand on lit un scénario d'André, je ne sais pas, ça a peut-être évolué beaucoup depuis, mais tout n'est pas là. Non, bien sûr. Tout n'est pas là. Non, mais tous les metteurs en scène, tout n'est pas là. Mais je dirais presque que c'est vraiment un metteur en scène qui écrit
en filmant. Oui, et puis c'est quelqu'un qui va contre, comme il dit, il va contre le scénario Il va au contre tournage. le scénario. Ah donc oui. donc, donc je ne sais rien de cette jeune femme. J'ai lu le scénario, il n'y a pas grand-chose, et je lui dis non. Voilà. Et alors, qui est revenu? Lui sans doute, Ouais, parce que quand il est, Ouais, peut-être lui. quand Peut-être il a lui. une idée en En fait, tête. si, il m'a renvoyé une note, c'était très beau, en me disant, tu sais, elle aura une perruque noire et un grand manteau rouge. Et là, tout d'un coup, mon imaginaire est parti. Et puis je crois qu'il t'a dit quelque chose qui t'a aussi. Et la chanson. Il m'a dit, elle décidé. va chanter. Et puis surtout, ça allait être un personnage que dans la noirceur de cet univers, ça allait être une pute joyeuse. Ouais. Et ça, je crois que c'était important C'est vrai. Et André m'a dit un jour à ton propos, il m'a dit son plus gros danger, c'est son goût du risque. C'est quelque chose qui, à la longue, peut être dangereux pour elle. Elle s'investit tellement dans ses personnages et se protège si peu. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement dans J'embrasse pas, où tu... Dans l'étreinte aussi. Hein. Oui, bien sûr. Je fais pas gaffe. Non. Fais pas gaffe. Non, je fais pas attention à moi à ce moment-là. À ce moment-là, mais c'est comme quand je monte sur scène. J'ai toujours l'impression qu'effectivement, je peux en mourir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que je vais au bout de quelque chose, je vais plus loin que mon corps ne peut l'endurer. Je pousse quelque chose très très loin, particulièrement dans des personnages, parce que le personnage d'Embrasse pas est un personnage lumineux certes, mais quand même terriblement dramatique. Et donc, je ne sais pas m'arrêter. Donc s'il n'y a pas de metteur en scène qui me cadre, je ne m'arrête pas. Et effectivement, les films que j'ai faits avec André, peut-être pas les Égarés, j'ai pas morflé, mais... Les Témoins. Oui, Les Témoins... non, Les Témoins, j'ai pas morflé, mais J'embrasse pas et Les Égarés, oui. Et puis d'autres rôles où j'y suis restée carrément. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi à me relever. Et où il m'a fallu énormément de temps et de l'aide pour pouvoir sortir des personnages et revenir dans la vie, ouais. C'est finalement André Téchiné, le metteur en scène avec qui tu auras le plus tourné. C'est vrai? Ouais, 3 C'est pas films. Claude? Ah non, c'était 2. 3. 3, ouais. Ouais. Eh ben, c'est un immense directeur d'acteur. C'est quelque chose, il t'amène à un endroit de toi qui est extrêmement intime, extrêmement précieux, c'est vraiment quelqu'un qui a une façon de tourner tout à fait particulière. Bon, alors lui aussi, de façon tout à fait différente de Rivette, il écrit vraiment en tournant, en filmant. Tu sens ce corps à corps qui s'installe avec lui. Et tu sens qu'il écrit ton rôle au fur et à mesure et que tu lui donnes de l'inspiration et qu'il va plus loin. Et ça, c'est aussi, pas comme Rivette, mais, parce que Rivette, c'est carrément l'écriture. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez Téchiné aussi. Et puis cette façon d'entrer en intimité avec toi, de venir te dire des secrets tout doucement. Il crée un monde entre toi et lui. Il y a quelque chose de très particulier dans la façon de tourner avec Téchiné. C'est très sensuel, en fait. C'est très sensuel de tourner avec Téchiné. En 91, toujours cette même année assez magique où tu enchaînes La Belle Noiseuse et J'embrasse pas, va avoir lieu une autre rencontre primordiale, essentielle de quelqu'un que tu as adoré et que j'adorais aussi, qui est Claude Sautet, avec qui tu vas faire Un cœur en hiver, alors qu'au départ, il ne veut pas d'un vrai couple dans la vie. C'est oui. Mais comme Claude Berry, hein, quand Claude Berry a appris que Manon Dessources était avec Hugolin, il en a fait une... Oui, d'accord. Ah oui, il était très fâché. Et donc Claude, effectivement, m'a dit, Claude Sautet, pour Un cœur en hiver, a dit pas à moi, il m'a pas dit à moi, il a dit à Daniel Auteuil, c'est toi ou elle. Et Daniel a eu l'intelligence de répondre, c'est moi. Et donc là, il s'est dit, ok, c'est les deux. C'était formidable. C'était... Et tu voulais savoir quoi? Non, comment tu l'as convaincu. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on... Parce que alors, Sautet, c'était des scénarios très écrits. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on ressent en lisant... Pour moi, c'est le plus beau film de Sautet avec César et Rosalie. Ah oui, je trouve que c'est un film absolument admirable. Je l'ai encore revu là pour préparer le... c'est vraiment un film qui restera. Qu'est-ce qu'on ressent quand on lit un tel scénario? Déjà, on ressent le travail à faire, parce que c'est quand même pratiquement
un an de... Oui, c'est même pas du tout pratiquement, c'est un an de ma vie à prendre des cours de violon pour réussir à mimer parfaitement Ravel. Ravel, c'était extrêmement complexe. Moi, je n'ai jamais joué d'un instrument de ma vie, ni piano, ni violon, ni rien du tout. Et donc, il va falloir que je me mette au travail, mais jusqu'à en avoir les doigts qui saignaient. Et donc, je fais un travail pendant un an. Donc, je sais en lisant le scénario, et sauter, c'est la première condition. Alors, sur l'écriture, c'est effectivement d'une précision hallucinante, sauter. C'est-à-dire que c'est vraiment, et il le fera respecter jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire qu'une virgule, contrairement aux deux autres dont on parlait avant, chez Claude, il lui est arrivé pendant le tournage de me dire Cocotte, il y a une virgule là. Je dis mais j'en sais rien. Enfin, j'ai appris mon texte, mais j'ai pas appris les virgules. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait apprendre les virgules. Les points de suspension, les points d'interrogation. Donc j'ai appris tous les points quand même avec Claude. Ouais. C'était un travail. Donc pour lui, le texte, il travaillait énormément sur ses scénarios. C'était extrêmement. Il n'y avait absolument jamais rien d'improvisé. C'était extrêmement l'écriture, quoi. L'écriture, le respect de l'écriture, qui est une chose que j'ai retrouvée avec passion au théâtre, sur des auteurs comme Camus ou Peter Handke ou comment il s'appelle Pirandello, enfin bref, sur tous les auteurs, c'est-à-dire que la précision de l'écriture et l'importance de la ponctuation et l'importance de la langue. Voilà, donc c'était une langue très particulière. Et Claude était quelqu'un qui pouvait restreindre énormément, c'est-à-dire qu'on pouvait... Je me suis toujours dit, c'est fascinant, parce que Claude est quelqu'un qui ne nous permettait pas le moindre geste, c'est-à-dire qu'il détestait les scories, il détestait qu'on bouge la tête, ou qu'on lève le bras, ou qu'on se gratte le nez, ou qu'on... Je t'ai demandé quelque chose de simple. Donc on finissait par avoir la sensation d'être dans un carcan et de ne plus jouer. Mais en fait, c'était très intelligent, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'en te coupant finalement de toutes tes scories ou des trucs d'acteurs que tu sais faire et qui pourraient fonctionner à l'image, et il faisait circuler une sorte de sève dans la colonne vertébrale. C'est-à-dire que tu sentais petit à petit que l'intérieur profond se mettait en marche. Et ça, c'était vraiment physique. C'est-à-dire que c'était vraiment très passionnant avec Claude. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu étais sur une chaise, tu n'avais plus le droit de bouger les bras, ni la tête, ni rien. Et tu sentais la vie, la sève, comment on dit ce qu'il y a dans la colonne vertébrale, la moelle vivre. Ouais. Mais réellement, c'est-à-dire que là, je te dis des choses que j'ai ressenties physiquement et qui me mettaient toujours dans un état très particulier. Et ce qui était fou chez Claude Sautet, c'est que tu te disais, mais comment il arrive à distiller autant de vie, et tu regardes tous les films de Sautet, c'est d'une telle justesse, il y a la vie partout, alors que pour l'acteur, c'est extrêmement contraignant. Et on luttait tous, Daniel Dussolier, enfin on était tous extrêmement contraints par la façon de travailler de Sautet. C'était très, 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 presque handicapant, quoi. Tu avais l'impression d'être mort, et en fait, physiquement, tu sentais petit à petit, au fur et à mesure des prises, parce qu'il en faisait beaucoup. Et puis si tu ratais une virgule, il en refaisait. Et puis si tu ratais un point, on refaisait. Et puis enfin, c'était un dingue. Un jour, il m'a fait dire un non, je pense 30 fois. Ah non, non. Je dis non. Non, pas non, non. Putain, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, on a refait un non, 30 fois, j'exagère, mais au moins 15 fois. C'était la fin du film, donc il ne voulait pas la rater. Et puis, c'était, voilà, j'ai tellement de souvenirs avec cet homme. C'était un homme qui était fou amoureux de ses comédiens, en même temps, c'était un tyran. Il piquait des colères au-delà du supportable. Moi, j'ai des souvenirs avec lui. Il m'a viré d'un Cœur en hiver plusieurs fois. Donc, une fois, il m'a viré parce que j'avais été regarder les rushs et je lui avais rien dit après. Et donc, il m'a laissé des messages. À l'époque, il n'y avait pas de portable, je crois. Et il m'a laissé des messages sur mon répondeur. Et à chaque fois, il me virait. Donc, j'avais une dizaine de messages, mais avec la voix qui baissait un peu. Mais le premier message, c'était absolument terrifiant. Et il paraît qu'il donnait des coups de pied dans le vide. Dans les studios dans lesquels on tournait, pendant qu'il me laissait des messages, il donnait des coups de pied dans le vide et il me virait. Donc il m'a viré, et c'est Daniel Auteuil qui m'a dit, écoute, non, tu reviens quand même,
Et je suis revenue, pas le lendemain, mais le surlendemain. Je suis revenue, je me suis mis dans ma loge, je me suis ni habillée ni maquillée. Et il est arrivé, il a frappé, il a dit « c'est Claude, c'est Claude ». Et il m'a attrapé dans ses bras, il s'est mis à pleurer. Voilà. C'était... Claude, c'était vraiment ça. Mais il m'a fait des coups pendables. Je le haïssais souvent. Un jour, je lui avais dit que j'étais trop maigre. Je voulais pas, dans Nelly, Monsieur Arnaud, je voulais pas me mettre. Quand Monsieur Arnaud la regarde dormir, Oui, bien sûr. elle est nue sous le drap. Et je lui avais dit, tu sais, je veux pas qu'on voit mes épaules parce que j'ai beaucoup maigri. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, cocotte, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis mise sous le lit, dans le lit, et avec un sorte de petit haut, comme ça, de petit top. Et tout d'un coup, il a soulevé le drap devant toute l'équipe en disant « Elle se trouve trop maigre !» Donc j'étais à poil devant tout le monde. Enfin, voilà, c'était ça comme ça tout le temps avec Claude. C'est-à-dire qu'on se bagarrait tous les deux tout le temps. Et puis c'était passionnant, c'était super émouvant parce qu'il prenait la place des acteurs. Donc je jouais avec lui très souvent dans les répétitions. J'ai des souvenirs tellement magiques, tellement magnifiques. Alors tu vois, toi tu parles d'un cœur en hiver, mais moi, j'ai des souvenirs bouleversants de Nelly et Monsieur Arnaud. Bien sûr. Oui, parce que du coup, il y avait quelque chose avec le personnage de Michel Serrault. Oui. Michel Serrault, qui était complètement passionnant parce qu'il y avait une sorte de... Comment dire de mimétisme entre les deux. Et donc souvent, il répétait avec moi, Claude. Donc je l'avais dans mes yeux. Il connaissait tout par cœur, il connaissait toutes les... Voilà, donc c'est... Grand, immense metteur en scène. Et alors lui, quand il est mort, c'est pas que ça m'a ravagé, c'est que ça m'a... J'ai toujours énormément de chagrin de la mort de Claude. Il me manque. Et puis surtout, je me dis, lui, ça aurait été le metteur en scène de mes 50 ans. On devait faire un 3e film ensemble. Et c'est sûr que lui, il m'aurait aidé, il aurait trouvé le rôle pour que je franchisse le cap. J'en suis sûre. Et on a beaucoup dit justement par rapport à Nelly Monsieur Arnaud que ce film était un peu le reflet de votre relation aussi, de cette relation qui s'était installée entre vous. Et je pense notamment à une phrase qui est très très belle, un de tes dialogues où Nelly dit à Monsieur Arnaud « Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme vous, c'est au-delà du travail, vous faites partie de ma vie maintenant ». Et je me suis dit que c'était quelque chose que vous auriez pu vous dire dans la vie, et qui était quelque chose... Oui, c'est quelque chose qu'on aurait pu se dire dans la vie, parce que moi, Daniel Auteuil disait qu'il y avait un avant et un après Sauté. Mais alors, moi, je t'ai parlé des Enfants du désordre, mais c'est vrai que avoir Claude Sauté dans sa vie, avoir travaillé avec Claude Sauté dans sa vie, ça te change. C'est comme quand tu fais de la danse classique, après tu peux tout danser. Il y a quelque chose d'une telle rigueur, une telle... oui, rigueur, c'est le mot. Qu'ensuite, c'est de la barre classique, quoi. Ensuite, tu peux tout jouer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il m'a appris, ça a été mon école, ça a été mon père de cinéma, ça a été... Tu vois, je dis père de cinéma parce que Rivette, ça a été un frère de cinéma. Claude, ça a vraiment été un père de cinéma. Et puis notre relation, elle était complètement... sans qu'on se le dise, en fait, elle était fusionnelle. Elle était importante. C'est-à-dire que je pense que pour lui, c'était très important de me rencontrer aussi. Tu vois, moi, je ne dis pas souvent des choses comme ça. Mais je pense réellement que Claude, il avait besoin de trouver quelqu'un pour incarner ses personnages féminins. Et ça, je le sais parce que Un cœur en hiver, ensuite Nelly Monsieur Arnaud, il m'a invité à dîner pour me dire à qui tu penses. J'ai écrit un scénario, donc il m'a fait énumérer toutes les actrices. Non, mais réellement, c'est-à-dire que j'ai parlé de Juliette, j'ai parlé de Sophie, et il me disait « Ah, bah non, non !» Et puis, c'est le producteur qui m'a appelé une semaine après en me disant « Claude est très fâché que tu lui aies refusé le rôle. » Donc j'ai dit « Mais il est dingue, c'est un malade. » Non, mais c'est un malade, hein, c'était un malade aussi. Donc j'ai dit « Mais il m'a jamais proposé le rôle. » Donc, voilà. Ça, c'était Claude aussi. Et puis là, il m'avait dit... Cocotte, j'ai créé un autre film, il y a un rôle principal féminin. Et j'ai dit, tu veux que je te donne des noms d'actrices ou on va directement au but. Il m'a dit, bah non, ce sera toi. Donc, c'est vraiment terrible de perdre la personne avec qui tu as vraiment envie de continuer le chemin. Ouais, cinématographique, amical évidemment. Voilà, après...
J'ai des souvenirs, mais je peux t'en raconter. Un jour, on était en Suisse. La promotion, il détestait ça, Claude. Enfin, il n'aimait pas. Il n'aimait pas les journalistes, il n'aimait pas... Ça l'emmerdait. Ça. Et on se trouve avec un journaliste un grand intello de la presse suisse normande. Non, romane. Comment on dit Oui, Suisse romande. romande. Oui, pardon. voilà. Romande. Merci. Romande. Pardon. Alors, et on est avec donc très sérieux. Il y a un déjeuner pour autour de Nelly, Monsieur Arnaud, et là, je ne peux pas faire l'accent suisse, mais au bout d'une demi-heure, le journaliste dit est-ce que vous pensez, Emmanuel, que dans le fond, Nelly ressent un sentiment amoureux pour Monsieur Arnaud? Je dis mais pas du tout. Je dis, ça pourrait être son père, son grand-père. Et là, Claude Sauté, qui devient rouge de colère, qui envoie son assiette valdinguer. Il dit t'es complètement con. Donc le monsieur très très gêné parce que très chic, très la presse et tout. C'est non mais c'est pas grave, on peut passer à une autre question. On passe à une question. Elle est con. Donc très très gênant. Mais voilà. Et donc on a réussi à le calmer. Mais c'était vraiment Claude, quoi. C'était des colères et en même temps une tendresse que je n'ai jamais retrouvée. Cette tendresse-là, cet amour-là, cette bienveillance-là et ce talent. Ah oui, ça c'est sûr. Tu dirais qu'entre vous, il y avait le fantôme de Romy Schneider ou pas? Pas du tout. Alors, c'était très étrange parce que moi, quand les gens essayaient de faire une sorte de parallèle, ils disaient mais c'est complètement con, c'est n'importe quoi, c'est jamais de la vie. Attends, il faut savoir quand même que Claude Sauté, la première fois qu'il m'a remarqué, c'est de dos. Je déjeunais dans un restaurant parisien et il a dit au producteur, donc Alain Sard, ou je ne sais plus si c'était... Non, c'était Jean-Louis Livy, Jean-Louis sur Un cœur en Livy, hiver, oui. que la fille avait une très belle nuque. Et donc, ensuite, quand je me suis retournée, il a vu que c'était moi. Donc, il était obsédé par les nuques et j'avais un chignon. Donc, c'est le premier coup de foudre de Claude Sauté, c'est pour ma nuque. Et donc, il m'a toujours dit que la comparaison était absurde, que ça n'avait rien à voir, que c'était ce que je comprenais très bien. Je vois pas le rapport entre Romy Schneider et moi. Et notre dernier dîner, c'était très touchant parce que Claude était quelqu'un de très pudique, qui me gueulait dessus plutôt que de m'embrasser, de me dire des mots d'amour. Mais je savais, après, au bout d'un moment, quand il me gueulait dessus, je savais que c'était de l'amour, quoi. C'est une relation un peu particulière, mais... Et là, il m'a dit, tu sais, cocotte, bah oui, il y a quelque chose de commun avec Romy. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Et donc, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Mais il l'a dit. Il a dit, bien sûr. Alors, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il a senti, lui, de commun. Je sais pas. C'est resté un secret. Et il l'a embarqué avec lui. Il y a un autre Claude que tu vas rencontrer juste après, qui va compter aussi, c'est Claude Chabrol, avec L'Enfer. Et je me suis... Donc, qui était une sorte un peu de cagole, le personnage de Nelly que tu jouais dans ce film, qui s'appelait déjà Nelly. Et je voulais savoir si tu t'étais dit, quand Chabrol t'a proposé ce personnage, si finalement, cette Nelly, ça n'aurait pas pu être toi, si t'étais pas devenue actrice. Je l'ai joué sans difficulté, c'est sûr. Bah, c'était moi, ça a été moi. Moi, je faisais du stop avec des jupes léopard et des talons empruntés à la mère de ma meilleure amie. C'était moi. J'avais aucun problème pour jouer Nelly Monsieur Arnaud. J'avais aucun problème pour jouer le film de Chabrol. D'ailleurs, il n'y avait pas à avoir de problème avec Chabrol parce que la seule direction qu'il m'est donnée, c'est roule des fesses et avance. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il m'a dit, Chabrol. Non, réellement, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dirigeait les acteurs. C'est quelqu'un qui avait écrit un scénario, une adaptation. Oui. Mais c'était quelqu'un qui laissait vivre totalement. Enfin, j'ai rarement été aussi peu dirigée, contrairement à Claude Sauté. Mais tu sais quoi? Je pense que Chabrol, je suis passée complètement à côté. Ah oui? J'ai pas de tendresse pour Chabrol, c'est étrange. Ah oui? Non. Alors que je sais que L'Enfer, c'est un film assez... c'est un très très bon film. Ouais, je l'ai pas revu. Très très bon film. Je revois pas mes films, mais certainement. Très très bon film. Et qui a beaucoup gagné avec le temps. En plus. Tu vois, je peux pas mentir là-dessus. C'est-à-dire que Claude et moi, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais par contre, le rôle, il n'y avait aucun problème, je savais le faire.
Je n'ai aucune difficulté. Tu vois, je suis rentrée, on parlait tout à l'heure de la difficulté quelquefois de rentrer, de sortir. Si, ça a été, il y a eu des scènes qui étaient très dures. Non, il y a des scènes qui étaient très dures avec Cluzet sur la jalousie. Ouais. Et lui, d'ailleurs, tu étais très Mais j'ai pas aimé faire ce film. C'est étrange, hein. Je n'ai pas aimé l'enfer. Je n'ai pas aimé le faire. Je ne l'ai jamais revu. Et je suis passée totalement à côté de Claude Chabrol. C'est drôle parce que lui disait qu'il était passé complètement à côté de Romy Schneider, par exemple. Ah oui, Ouais. tu vois, c'est étrange. Et qu'il le regrettait, hein, mais qu'à l'époque, quand il avait tourné avec elle, sauf que c'était pas un très bon film, c'était Les Innocents. Mais après, ça commençait mal. Tu sais, moi, quand tu rencontres un metteur en scène, une actrice, quand elle rencontre un metteur en scène, elle est toujours un peu sous pression. C'est-à-dire que tu peux toujours te dire que ça va pas fonctionner, que dans le fond, je sais pas, quelque chose va pas marcher, va pas. Donc moi, j'ai essayé toujours de m'inscrire dans la façon de vivre des metteurs en scène. Par exemple, quand j'ai rencontré Claude Sauté, Claude buvait pas mal, hein. Il aimait bien le vin, et j'étais ivre morte. Je suis ressortie, j'étais ivre morte. Je suis rentrée chez moi, je ne savais plus où j'étais. Et donc c'était ma façon de rencontrer Claude. C'était d'abord parce que j'étais très impressionnée, que je rêvais de tourner avec lui. Et Claude Chabrol, il adorait manger, et j'avais tellement mangé que j'avais la nausée, c'était une horreur. Donc la rencontre avait commencé comme ça. Et écoute, je n'ai pas de souvenir particulier. Pas de souvenir. Pour parler de cette période qui va de Manon des Sources jusqu'à l'enfer compris, tu avais dit un jour, c'est arrivé tout seul, je suis tombé sur des cinéastes absolument formidables qui de même, les uns après les autres, sont venus vers moi. J'ai croqué dans le caviar, l'état de grâce. Est-ce que cette chance-là, tu la mesurais à l'époque où tu la vivais Non, ou tu tu vois, l'as quand su j'y quelques repense années aujourd'hui, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais c'était fou, quoi. C'était fou, ça s'enchaînait. C'était tous les plus grands metteurs en scène. Mais je savais pas à quel point j'étais bénie, à quel point j'avais de la chance, à quel point c'était les metteurs en scène de ma génération aussi, tu vois. Donc dans le fond, c'était normal. Et puis c'est des âges où tu doutes pas. En fait, ce qui est très émouvant, c'est que tu commences à douter plus tard, à un moment donné où tu te sens plus vulnérable et où tu sais que tu changes physiquement et où tu sais que tu changes d'emploi et où tu sais, tout d'un coup, si je regarde en arrière, et c'est pour ça que je n'aime pas tellement regarder en arrière, je me dis, mais dans le fond, est-ce que j'ai pas fait le plus beau ? Alors après, je fais un film comme le film de Ludovic Bergerie et je me dis, non, il reste encore des choses à faire. Bah, bien sûr. Mais oui, mais c'est pas évident, Quand tu as fait des choses tellement magnifiques comme ça à la suite, les uns des autres, dans une forme d'inconscience quand même, de travail intense, mais une forme d'inconscience, tu te dis pas, non, tu réalises pas, c'est après. Il y a un film qui a été très incompris au moment où il est sorti, et justement qui va succéder à l'enfer. C'est Une femme française, qui est un film que j'adore, qui a, quand on regarde aujourd'hui les entrées, qui avait fait plus d'1 million d'entrées et tout, mais qui à l'époque a été... Il y a eu un raz-de-marée contre ce film. Ouais. Tu t'en es pris plein la figure. Contre les sujets, les tabous dans lesquels on rentrait. Et je me disais que ce qui était terrible en y repensant, c'est qu'en fait, cette femme qui, à l'époque, avait été jugée par sa famille, la société, et mise au banc, était à nouveau jugée et à nouveau mise au banc à cette époque-là, alors que c'était juste une femme amoureuse, en fait. Oui, c'est une femme qui attendait que son mari revienne de la guerre. Ouais. Mais bon, elle couchait avec un Allemand. Elle avait en fait, elle n'a pas attendu cet homme. Elle n'a pas attendu son mari que son mari revienne de la guerre. Elle a continué à vivre. Elle était en manque et elle a continué à vivre comme une femme libre. Et ça a été terrible. La sortie. D'abord, le film extrêmement dur à faire. Là, on parlait des films dans lesquels tu ne sors pas intact. Une femme française, je ne suis vraiment pas sortie intacte. J'étais vraiment complètement perdue. Je sentais une agressivité incroyable. Je trouvais quand même que Régis Varnier, que j'aime beaucoup, qui est le metteur en scène, ne m'avait pas dit, parce que c'est l'histoire de sa mère. Régis Varnier a écrit l'histoire de cette femme qui est sa mère et qui est morte d'amour. C'est un film que j'adore passionnément. Ah oui, moi aussi, j'adore. Mais qui faisait partie de la sélection. Mais la seule chose, c'est que quand tu écris sur ta mère, c'est toujours délicat, évidemment. Et je pense que Régis Varnier a oublié de me dire qu'il n'avait pas forcément pardonné à sa mère. Et ça, tu le sentais dans le film. Tu sentais sans doute. C'était un film d'amour pour sa mère, mais il y avait aussi une sorte de violence du regard de l'enfant. Et voilà, donc ça, plus le regard des gens, plus... Mais moi, un truc de fou, les gens... Je me rappelle d'un homme qui m'a craché dessus dans la rue, par exemple, en me disant que
que je ne pouvais pas m'appeler une femme française, enfin, voilà, confondant tout, les gens confondaient tout. Ça a été une période très, 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 très dure pour moi, très dure. Avec un film magnifique, que, là, contrairement aux autres, que j'ai revu et que je trouve magnifique. Ah oui, qui est magnifique. Mais c'est parce qu'on se connaissait déjà à l'époque, mais c'est la première fois que je t'ai entendu dire que tu aurais pu arrêter ce métier à ce moment-là. Oui. Mais non, souvent, hein, Thierry, souvent j'ai eu envie d'arrêter ce métier. Oui, souvent j'ai envie de l'arrêter, souvent j'ai toujours envie de l'arrêter. Souvent je me dis que ce métier a été absolument magnifique pour moi et important. Et en même temps, il m'a entraîné dans quelque chose d'extrêmement vertigineux, dans une sorte de fuite permanente, tout simplement peut-être de la femme que j'étais, tout simplement parce que quand tu passes ta vie à entrer en incarnation avec des personnages autres, il y a un moment donné, tu es quand même à côté de la plaque dans ta vie, quoi. Il y a quelque chose. Donc je continue à vivre, à faire des enfants, à aimer, mais il y avait quand même quelque chose qui m'embarquait tout le temps ailleurs. Et donc je te disais tout à l'heure que j'aime passionnément ce métier et en même temps, quelquefois, je le déteste profondément. Et j'ai souvent envie d'arrêter, j'ai souvent envie de me dire, dans le fond, est-ce que la vie n'est pas ailleurs ? Voilà. Donc c'est un rapport que j'ai toujours eu avec ce métier. Contrairement à beaucoup d'autres actrices qui ne se posent pas la question. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation de m'être toujours posé la question. Sans rentrer dans des considérations trop personnelles, mais justement par rapport à ce que tu dis, sur la confusion un peu de personnages, enfin la manière dont tu t'y es impliqué, par exemple de jouer 4 histoires d'amour aussi contrariées avec Daniel Auteuil, sans rentrer vraiment dans quelque chose trop personnel, est-ce que ça impacte la vie privée ? Évidemment. Mais le cinéma impacte la vie privée, le théâtre impacte la vie privée, ce métier impacte notre vie privée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu ne sais plus du tout. Et puis les films disent des choses que tu n'aurais pas forcément formulées dans la vie, qui tout d'un coup t'apparaissent être... C'est assez... Oui, bien sûr. Et je l'ai dit à Claude Sauté, j'ai dit un cœur en hiver, je pense que c'est un tournant dans notre vie, à Daniel et moi. Donc oui, ça va aussi loin que ça. Il y a une parenthèse, tu as eu une parenthèse américaine avec un film absolument génial que j'adore, mais où toi, quand tu le faisais, tu ne comprenais pas forcément ce que tu faisais, parce que tu étais accroché à des références. Non, mais c'est Mission Impossible. C'est Mission Impossible de Brian De Palma avec Tom Cruise. Mission Impossible, comme je ne parlais pas si bien que ça l'anglais, j'étais partie à Montréal pour apprendre l'anglais, mais je ne parlais pas très bien l'anglais. Donc en fait, si tu veux Mission Impossible, je me disais, tu comprends pas, mais sers-toi du fait que tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de raconter sur l'espionnage. Et donc j'avais un regard très ténébreux comme ça et je me disais, bon, on continue voilà, j'avais une sorte de posture qui me permettait d'avoir l'air d'une espionne. Mais j'étais très en rébellion par rapport à ce film. Je me disais, c'est incroyable. J'étais très je combattais pour le cinéma d'auteur. Je me disais, mais c'est dingue, quoi. Avec une caravane, on pourrait faire un film. Donc il y avait quelque chose chez moi qui désirait retourner dans le cinéma d'auteur et une sorte d'indécence à cet argent hallucinant et au pouvoir que ça donnait aux comédiens aussi, qui était Tom Cruise, qui s'est toujours très bien comporté, mais quand même qui avait un pouvoir qu'on n'a pas dans le cinéma français. C'est-à-dire dans le cinéma français, c'est le maître à bord, c'est le cinéaste, c'est le metteur en scène. Là, le maître à bord, c'était Tom Cruise. Et ça créait une gêne chez moi. Donc une sorte d'indécence et de super pouvoir qui me gênait et qui fait que j'ai été très rapidement faire la promotion à Los Angeles et je suis très vite revenue. Voilà, à l'époque, j'avais un agent américain à qui je n'ai jamais répondu. Enfin, je n'ai pas voulu suivre, je n'ai pas voulu continuer. Après, c'est un vrai film d'auteur, hein. C'est un vrai film mais de Brian De Palma. Et c'est le meilleur non, mais de la c'est série. pas vraiment un film de Brian De Palma. Brian De Palma n'a pas voulu aller à l'avant-première à Los Angeles. Et donc, je l'ai appelé, je l'ai persécuté au téléphone et il m'a dit, c'est pas mon film. C'est pas mon film. C'est pas quand un acteur, c'est pas ça. Quand un acteur a un tel pouvoir et un acteur producteur, mais un tel pouvoir sur le plateau, surtout avec un immense metteur en scène comme Brian De Palma, c'est pas compatible. On faisait pas un film de Brian De Palma. On faisait un film, dans la façon dont c'est filmé, dans la obsession, sur la paranoïa, oui, bien sur tout sûr, ça. Tu as raison, bien sûr. Qu'il est plus intelligent que ça pour avoir un signe. Mais il a été, pour moi, dépossédé de son film.
Il y a quelque chose, je t'entendais dire tout à l'heure, effectivement, tous ces metteurs en scène avec lesquels tu as grandi, qui ont disparu et tout ça, mais il y a aussi quelque chose qui est particulier à ta carrière, c'est que tu as mis très longtemps avant de travailler avec les gens de ta génération. Et Ouais. tu as mis très longtemps à arriver jusqu'à Assayas, Corsini, Ozon, Ouais. Marion Vernou. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué durant toutes ces années-là? Enfin, c'est les 15 premières années de ta carrière. Et est-ce que quand tu es arrivé à ces gens-là, comment tu l'as... Alors non, ça m'a pas manqué parce que j'enchaînais des films Oui, avec des des films metteurs en scène magnifiques, ouais. immenses, donc je n'étais pas en manque. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait aussi que moi, je m'intéresse au cinéma de cette génération qui débarquait, qu'il fallait pas que je reste figée dans le cinéma de la génération avec laquelle j'ai grandi. Donc c'est aussi à moi de porter un autre regard et à moi de m'intéresser à tous ces jeunes cinéastes, ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à aller au cinéma beaucoup plus souvent, j'ai commencé à aller voir des films, et c'est comme ça que j'ai rencontré Corsini, Ozon... et tous ces gens-là, mais j'étais pas en manque de quoi que ce soit, Thierry. D'ailleurs, Non, je ne non, bien réagis sûr. jamais au manque. Non, non, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Je suis pas en manque. Dans ce Non, métier, mais moi qui t'as toujours été très dans la vie, très moderne, très machin, et que tout à coup, moi oui, je c'est me souviens étrange ce décalage. oui, et ce que je me souviens très bien d'un truc que tu m'avais dit quand tu as fait le film de Corsini, tu m'as dit ah enfin j'ai le droit dans un film à être dans une cuisine et à dire passe-moi le sel. Ah oui, ça c'était mon rêve. C'est vrai que les gens, c'est vrai que, mais en même temps, euh, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu peux t'enfermer dans une image qui n'est pas forcément ce que tu es, ce que tu veux dire, ce que tu et c'est vrai que moi, ou alors est-ce que c'est à cause de mon physique, est-ce que dans le fond tout ça ne m'a pas emmené ailleurs, voilà. Et tout d'un coup, le film de Corsini, effectivement, je redeviens Madame Tout le Monde. Et mon rêve absolu, c'était d'être Madame Tout le Monde. Et d'ailleurs, toujours dans le fond, d'être une héroïne du quotidien, d'être une héroïne Madame Tout le Monde, voilà, et encore aujourd'hui, ce que je reçois, c'est des choses qui m'amènent toujours vers une sorte de fausse sophistication. Donc c'est toujours pas là, sauf dans le film L'étreinte. En parlant de sophistication poussée à l'extrême, il y a le film que j'adore, une fois de plus, de François Ozon, que tu as beaucoup hésité à faire, je me souviens bien à l'époque. J'ai dit non. Voilà, je dis non comme d'habitude. Et qu'est-ce que, quand tu repenses ce film, vous étiez 8 femmes, 8 actrices. Fanny Ardant non plus voulait pas le faire parce qu'elle trouvait ça totalement antinomique qu'il n'y ait pas d'hommes sur ce plateau, enfin qu'il n'y ait pas d'hommes en tout cas devant la caméra. Comment tu as vécu ce tournage avec toutes ces actrices, dont la plupart que tu croisais pour la première fois, en tout cas sur un plateau? Est-ce que tu t'es rapproché plus de l'une, de l'autre? Non, on était une bande. On était une bande de femmes qui avions des choses à nous dire. On fait toutes le même métier. Il y avait une sorte de joyeuseté sur ce tournage. On était très joyeux, on était très joyeuses. Et très indisciplinés, je me souviens. Ozon, il fallait qu'il remette les pendules à l'heure assez souvent parce que voilà, mais j'ai le souvenir de quelque chose de très complice, de très. C'est marrant d'ailleurs parce que tout le monde disait oui, alors 8 femmes, oui, ça va être la concurrence, mais personne n'était en concurrence avec personne. Voilà, tu sais, il y a une forme quand tu croises une actrice, quel que soit son parcours, tu sais ce qu'elle traverse, tu sais ce qu'elle a traversé, tu sais. Voilà, il y a quelque chose qui nous lie profondément les unes aux autres. Oui, ça, de toute façon, c'est... Intrinsèquement, réellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu entends l'autre, tu sais. Quel que soit le caractère, quel que soit, on est toutes très différentes, mais moi j'ai beaucoup D'abord, je ne me suis jamais sentie en concurrence avec qui que ce soit. C'est un truc, mais comme dans la vie, quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression que chacun a son chemin, chacun a son parcours. J'ai jamais envié une carrière, j'ai admiré des carrières, mais j'ai jamais envié des carrières. C'est pas mon truc, c'est pas ma nature. Mais tu vois, tu prends ces actrices, Fanny, quelle merveille, Isabelle Huppert, quelle carrière incroyable. Enfin voilà, tu les prends toutes. Catherine Deneuve, qui à 76 ans continue à être curieuse, continue à faire des films avec des jeunes auteurs, elles ont presque, si tu veux, je les envie presque, parce qu'elles ont une curiosité que je n'ai pas forcément complètement.
elles ont plus encore envie que moi, certainement. Elles ont encore cette source de désir que je sens tout à fait intacte et qui peut-être de temps en temps me manque. Donc j'ai pris de ces femmes-là. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui a été quelque chose de très fort aussi à un moment donné dans ta carrière, c'est ton engagement politique qui est venu au fur et à mesure des années, avec évidemment... J'ai toujours été engagée. Toujours. Non, mais je veux dire qu'il est apparu évidemment de manière très forte, très symbolique, très critiquée à l'époque. Avec la notoriété, oui. Oui, avec surtout l'église Saint-Bernard, où aujourd'hui tout le monde dit que tu as été l'une des premières, et en tout cas... ce qui était critiqué à l'époque, aujourd'hui est admiré. J'ai vu notamment des choses de Josiane Balasco en disant elle a été la première de nous toutes. Et tu as même perdu ton contrat Dior pour Saint-Bernard. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas à l'époque ce que ça a été, cette espèce de voilà, ça a été terrible. Terrible. Parce que tu as eu des gardes du corps après. Enfin, je veux dire, ça a été. Personne ne peut réaliser, je pense vraiment, à part moi, je l'ai vécu avec toi. C'était particulièrement. Moi, j'ai toujours été très engagée. Moi, j'ai été élevée par une mère extrêmement engagée, communiste. J'assistais depuis toute petite à des réunions de cellules. Ça brassait beaucoup de gens, beaucoup d'opinions, jamais intransigeant, mais en tout cas une liberté de parole, une liberté de penser, de prendre la parole même pour les enfants. Donc, et puis elle avait une association qui s'appelait Réflexe Solidarité, où on accueillait les gens, on les faisait manger, où on remplissait des papiers. Donc moi j'ai grandi comme ça. C'est les autres qui se sont imaginés que tout d'un coup je m'engageais, mais moi dans ma vie je suis née comme ça, j'ai grandi comme ça et j'ai continué comme ça. Donc c'est une sorte de continuité chevillée au corps, chevillée. Et j'ai ensuite simplement... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, je vendais des pins de Solancy pour les enfants atteints du sida qui cherchaient des familles d'accueil. Donc j'étais place Saint-Michel, je faisais ça avec beaucoup de conviction et j'étais pas connue, mais il y avait Josiane Balasco d'ailleurs. Et donc j'ai toujours fait des actions les unes après les autres. Je me suis engagée 10 ans avec l'UNICEF, j'ai parcouru le monde entier. Mais c'est vrai que Saint-Bernard, ça touchait au tabou absolu, c'est-à-dire l'immigration, les migrants, le statut des migrants qui avait complètement changé par des lois qui étaient devenues totalement iniques pour les gens concernés, qui avaient eu des papiers. Donc je me suis retrouvée dans une situation vraiment désespérée de gens et d'enfants, beaucoup d'enfants dans cette église. Et je me suis dit, je ne bouge pas, je reste là. Et effectivement, oui, ça n'allait pas, ce n'était pas compatible avec l'image Dior, mais dans le fond, c'est l'image Dior qui n'était pas compatible avec la femme que j'étais. C'était pas l'engagement. Oui, mais même quand on voit les photos je suis retombée sur les photos, des photos c'était Dior. Tellement pas toi. Non, c'était pas moi, mais c'était un travail. Pour moi, mon travail aussi consiste dans le fond, à une forme de déguisement quelque part. C'est avec quelque chose qui c'était une moi. C'était une moi, certainement. Moi, je suis très multiple. Il y a des femmes en moi, plusieurs femmes en moi. Et tu le vois dans mon trajet, dans ma carrière, il n'y a pas de rôle qui se ressemble. Donc, peut-être que Dior, c'était c'était peut-être un rêve pour moi aussi de faire partie de cette équipe. Mais ce n'était pas compatible avec l'engagement. Donc, effectivement, ça a été très dur. Ça a été une période très dure. Et puis ensuite, j'ai reçu des menaces, j'ai eu besoin d'être rééduquée à marcher dans la rue parce que les menaces étaient tellement puissantes que je ne pouvais plus marcher dans la rue. J'étais devenue totalement agoraphobe. Donc ça a été un long trajet pour revenir à la vie, tout simplement à la vie normale, à réapprendre à marcher dans la rue. Mais jamais je n'ai regretté cet engagement. Parce que malgré tout, il y a des choses qui ont changé après Saint-Bernard. C'est-à-dire que ça a été tellement marquant. Et c'était tellement inique, c'était tellement injuste cette situation dans laquelle... Après, on est reparti dans les mêmes... après j'étais désolée de voir que quels que soient les gouvernements, la politique migratoire... alors là, en ce moment, c'est plus du tout à la mode de parler de politique migratoire, mais bon... moi c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Des gens parce que j'ai beaucoup voyagé aussi avec l'UNICEF, que j'ai vu les points de départ, que j'ai vu les raisons de départ d'un endroit.
J'ai vu, voilà, j'étais vraiment dans tous les pays d'Afrique, en Asie, en Amérique latine. J'ai vraiment compris pourquoi quelqu'un pouvait partir. Et quand je suis arrivée à Saint-Bernard, je travaillais déjà pour l'UNICEF, donc je faisais des missions de 3 semaines, un mois sur le terrain, qui étaient très travaillées en amont et très travaillées après. Et puis ils m'envoyaient à New York pour faire des... Enfin voilà, j'avais quelque chose d'important à faire. Et quand je suis arrivée à Saint-Bernard, j'ai dit, mais comment voulez-vous que je ne fasse pas le lien entre les missions où vous m'envoyez dans les pays pauvres, dans les pays du tiers-monde ou dans les pays en voie de développement, sur des problématiques qui se retrouvent ici dans cette église. Donc comment moi je vais pouvoir fermer les yeux sur une situation comme ça? Voilà. Pour terminer cette masterclass. Pour terminer cette masterclass et parler du film de Ludovic Bergerie, que je vous incite vraiment à aller voir tout à l'heure, parce que c'est un film magnifique. Et, je disais ça à Ludovic hier soir, je lui disais c'est fou parce que ce film, on sent que, évidemment, que tu l'as porté pendant longtemps en toi, mais je lui dis, j'ai l'impression qu'Emmanuelle, sans même le savoir, l'avait porté elle-même, enfin que toi aussi tu l'avais porté longtemps ce film en toi sans le savoir. Avant, tu veux dire? Oui, avant même de savoir que tu allais le jouer, que c'était quelque chose que tu avais porté en toi. Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment le contact avec Ludovic Bergerie. Je crois que c'est vraiment je me suis comme je sais le faire, et ça tu sais, c'est une chose de... Je ne suis pas douée pour grand-chose dans la vie, mais cette espèce de facilité à entrer dans le monde de l'autre, dans l'univers de l'autre, dans sa pensée, dans sa volonté, d'en devenir la chair. Tu vois, il y a l'incarnation. Ça, c'est vraiment ce que je sais faire, quoi. Je ne sais rien faire d'autre, en fait. Enfin, si, je sais vivre, je sais cuisiner, je sais plein de choses, mais vraiment, j'ai ce don-là. Et donc, quand Ludovic a commencé à me parler, c'était pas pour moi le rôle, c'était pour d'autres actrices, une autre actrice. Donc vraiment, on a parlé d'autres, comme avec Sauté, on a parlé d'autres actrices, jusqu'au moment où Ludovic, à force de me parler de ce rôle, m'a dit, en fait, je crois que je l'ai écrit pour toi, sans le savoir. Enfin voilà. Donc, et je me suis glissée dans son univers, mais je dis que c'est un film important pour moi, c'est un film primordial pour moi, mais c'est surtout la naissance d'un grand metteur en scène, parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas de bons acteurs sans metteur en scène, sans grand metteur en scène. Bien sûr. Donc moi j'ai assisté à la naissance d'un grand metteur en scène. Donc ça, c'est une grande fierté, et je compte l'accompagner le plus souvent possible, et à Montpellier et ailleurs pour l'amener vers les gens. C'est aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on a presque ce devoir, nous, gens de cinéma, de lutter dans cette période extrêmement sombre où la culture rencontre énormément de difficultés. Pour le cinéma, tu le sais, la séance de 20 heures, c'était très important. Donc ça veut dire qu'il y a des cinémas qui vont disparaître, des cinémas d'auteurs fragiles, des cinémas, des grands complexes aussi. C'est vraiment, on est dans une période, au théâtre, on ne peut plus jouer. Moi, je devais jouer Penthesilée, on peut pas le jouer. Donc voilà, tout ça, c'est une période extrêmement sombre où on a le devoir, toi, moi, Ludovic, Christophe, qui dirige ce festival, de se battre tous ensemble, de se réunir tous ensemble et de voyager tous ensemble. Et c'était vraiment ma volonté aujourd'hui. C'était non pas de venir raconter ma vie, mais vraiment d'accompagner le cinéma. Il y a un truc de transmission aussi, c'est ça qui est formidable, ouais. Je trouve, à reparler de ces films, de ces metteurs en scène. C'est que moi, je trouve ça très important, c'est qu'on est un peu des passeurs. On a eu la chance de connaître ces gens-là. Il y a ces films qui existent et qui existent pour l'éternité. Mais je trouve ça formidable de pouvoir... Hier, moi, je suis allé voir La Dolce Vita, par exemple, voilà, que je connais pourtant par cœur, mais de voir cette salle pleine, cette fascination que j'ai pu ressentir, c'est pour ça que c'est important. Je voudrais te faire, juste pour terminer, avant qu'on soit jeté dehors, te faire réagir, mais tu peux réagir par un silence. Il y a une réplique dans la pièce de Pirandello, montée par Stanislas Nordet, que j'adore. Et voilà, tu peux réagir par un silence ou réagir plus si tu veux. Où tu joues justement une actrice. La pièce s'appelle Se trouver, tu disais. Je sais ce que tu vas me dire, vas-y. Sur scène, je ne suis jamais moi. Excusez-moi, vous prétendez savoir qui je suis, alors que je ne le sais pas moi-même. Alors, ça fait référence au fait que souvent les gens pensent te connaître. À partir du moment où tu deviens quelqu'un de connu, les gens imaginent que tu es cette femme-là. Imaginent que tu es, voilà, Emmanuelle Béard, ça serait ça, en fonction de du travail que tu as fait, et puis des couvertures, des images.
Et c'est vrai que c'est fascinant parce que toi, tu découvres les gens. Donc il y a quelque chose qui n'est, tu vois, qui n'est pas, comment dire, tu ne connais pas les gens. Les gens imaginent te connaître alors qu'évidemment ils sont loin puisque les images diffèrent et il y a des rôles très différents les uns des autres. Et donc c'est sans doute ça. Après, ne pas se connaître soi-même, je ne pourrais plus te dire ça aujourd'hui, Thierry, parce que je pense qu'il y a un long chemin qui a été fait et qui va, comme je l'ai dit au début de l'entretien, vers une sorte de conciliation, de réconciliation et de petit à petit, tu commences à vraiment savoir qui tu es et ce que tu veux surtout. Ben, merci. Et tu n'as pas dit le plaisir que j'avais eu à jouer dans ton film aussi. Bah oui, mais si. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi. À jouer dans ton film et à chanter, à incarner cette Léa O'Connor. Moi aussi, ce grand bonheur. Et surtout, merci à tous. Allez voir l'étreinte et une fois que vous l'aurez vu, communiquez sur le film parce qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Et c'est formidable que vous soyez là. Merci à tous. Au revoir.